Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, 420 jours de génocide sioniste à Gaza. Le bilan s'est alourdi ce vendredi à 44 363 martyrs et 105 070 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Les yeux sont rivés sur le nord de Gaza qui vit un véritable cauchemar. Un nouveau massacre fait au moins 75 Palestiniens tombés en martyrs dans 2 agressions à Beit Lahia et à Menchia. Coup d'envoi ce vendredi de la 48e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui à Lisbonne, au Portugal. Nous retrouvons justement notre envoyé spécial sur place pour nous faire part du déroulé de cette première journée. C'est un tournant historique. Le Tchad met fin aux accords de coopération de sécurité et de défense avec la France, quelques heures après la visite du ministre français des Affaires étrangères à N'Djamena. Nous analyserons cette décision avec notre invité du 19h. Bonsoir à tous. La barre des 420 jours de génocide sioniste à Gaza a été atteinte ce vendredi et le nombre de martyrs ne fait qu'augmenter. Le bilan s'est alourdi ce matin à 44 363 martyrs et 105 070 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les forces d'occupation sionistes ont commis au moins 3 massacres ces dernières 24 heures, faisant pas moins de 33 morts et près de 140 blessés. Pour rappel, en à peine 2 mois, l'on dénombre pas moins de 10 000 blessés dans le nord de Gaza sous blocus depuis 50 jours. Je vous parlais en titre de ce massacre. Au moins 75 martyrs et des dizaines de blessés, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, sont à déplorer ce vendredi dans 2 nouveaux massacres sur le camp de réfugiés de Beit Lahia et dans la région de Menchia, dans le nord assiégé de la bande de Gaza. Plusieurs quartiers résidentiels ont été ciblés en début d'après-midi par les forces d'occupation. Je rappelle que ce bilan est provisoire et qu'il pourrait être revu à la hausse dans les prochaines heures. Et puis énième hécatombe sur le camp de réfugiés de Nusayrat, situé au nord de Gaza. Les forces d'occupation ont détruit une grande partie du camp pour la 2e nuit consécutive. Bilan, une quarantaine de martyrs et plus d'une centaine de blessés. Les détails, Neyla Hamouda. Au revoir, Khaled. Pardonne-moi. Au revoir, ma précieuse. Une scène de désolation a une fois de plus marqué les esprits. Le chaos persiste à Nusayrat, des corps dispersés dans la rue, des familles détruites et des survivants désemparés. Une énième boucherie en plein cœur du nouveau camp a eu lieu la nuit de jeudi à vendredi, à virer au cauchemar. C'est le 2e massacre sanglant perpétré par l'occupation sioniste en quelques heures. Les tirs ont commencé dans toutes les directions. Les obus ont été tirés au hasard et l'atmosphère est devenue invivable. C'était une journée anormale. J'ai demandé à Dieu que la journée se passe et de nous épargner. En raison de tirs nourris, les gens ont tenté de s'échapper et tous ceux qui ont essayé de partir ont été pris pour cible. Il n'y avait aucune possibilité de bouger et la majeure partie du nouveau camp, y compris la rue principale, les rues intérieures et les quartiers résidentiels, ont été détruits. Les rescapés découvrent les premiers martyrs sortis des décombres.
Les nombreux corps sans vie et les blessés ont été vite transportés dans des couvertures et sur des charrettes vers l'hôpital Al-Aouda. Cet acte barbare a fait au moins 24 martyrs et des dizaines de blessés. Ce bâtiment nous appartient. C'est cette rue que l'armée israélienne a envahie et a tout détruit. Des gens ont été tués. Un grand nombre de personnes ont été tuées aussi. Et des maisons ont été détruites avec leurs habitants. Notre immeuble a été détruit. Mon frère Samir se trouvait à l'intérieur. Il est tombé en martyr. Que pouvons-nous faire face à cette occupation et à ces crimes? Nous étions dans l'abri de l'école. Nous ne sommes pas partis. Personne ne nous a demandé de partir. Nous sommes donc restés à l'intérieur de l'école. Certains jeunes étaient blessés et quand les habitants sont allés les chercher, ils ont tiré sur eux. Ils ont été blessés eux aussi. La situation est insupportable. La vie est insupportable. Le massacre de Nusayrat ne doit pas être réduit à des chiffres. Cette énième tuerie de masse sioniste vient rallonger la liste interminable des crimes de guerre commis contre un peuple sans défense. Derrière chaque corps sans vie transporté sur une civière, quand il y en a une, se cache une histoire, une famille, un avenir désormais détruit par une violence aveugle de la horde sauvage sioniste. Les martyrs ne reviendront pas, mais leur mémoire exige que justice soit rendue. Et les maisons des civils continuent d'être délibérément ciblées par les missiles sionistes. Au moins 6 Palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs dans un bombardement sur une maison appartenant à la famille Ad-Dahdour, à l'ouest du camp de réfugiés de Nusayrat. À Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont un enfant, et d'autres ont été blessés à la suite de bombardements de l'entité sioniste qui ont ciblé une tente qui abritait une famille de déplacés. La situation à Gaza est tout bonnement catastrophique selon l'Organisation mondiale de la santé. Selon le directeur général de l'OMS, 90% des Palestiniens de Gaza s'entassent sous des tentes, dans le froid et sous la pluie, ce qui les rend de plus en plus vulnérables aux maladies et aux infections. Now, 90% are living in tents. Aujourd'hui, 90% vivent sous des tentes. Cela les rend vulnérables aux maladies respiratoires et aux autres infections. Le froid, la pluie et les inondations vont encore aggraver l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Dans le même temps, le blocus en cours dans le nord de Gaza limite l'entrée des ressources essentielles, notamment des couvertures, du carburant, de la nourriture, et qui sont déjà en pénurie. L'avocat général de la Cour suprême néerlandaise a rendu vendredi un avis favorable au maintien de l'interdiction imposée à l'État d'exporter des pièces d'avion de combat F-35 utilisées par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. En février dernier, la Cour d'appel de La Haye avait donné raison à des organisations de défense des droits de l'homme en ordonnant aux Pays-Bas de cesser l'exportation de ces pièces, estimant qu'il y avait un risque évident que les appareils soient impliqués dans des violations du droit international humanitaire.
Ce vendredi 29 novembre coïncide avec les célébrations de la Journée internationale de solidarité avec la Palestine dans un contexte catastrophique, plus de 400 jours depuis le début de l'agression génocidaire sioniste sur la bande. Gaza symbolise aujourd'hui un cimetière à ciel ouvert du droit international, mettant à nu un système international défaillant. Safwan El-Ben-Sabri. Gaza, symbole du meilleur et du pire de ce que peut produire l'humanité, symbole d'une résistance à la longévité exemplaire et dont la durée n'a d'égal que la cruauté qui lui fait face. Une résistance mise à l'honneur et défendue au sein des plus grandes instances internationales. L'ONU, par la voix de l'UNRWA, a rappelé en ce jour que Gaza a connu au cours de cette année le bombardement de civils le plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale. Témoignant de la barbarie dont sont victimes les Palestiniens, sans précédent au cours du XXIe siècle. Gaza, c'est aussi le cimetière à ciel ouvert du droit international, un droit bafoué par l'entité sioniste depuis plus de 75 ans, au vu et au su de la scène internationale. La tragédie gazaoui a permis de mettre en lumière les doubles standards de l'Occident, un Occident collectif qui défend le droit international quand il s'agit de la Russie car ses intérêts sont touchés, mais qui refuse de condamner et de nommer l'innommable génocide commis par l'entité sioniste et qui tergiverse à l'heure d'arrêter les criminels de guerre Galante et Netanyahou, à l'image de la France qui offre une immunité au Premier ministre sioniste, à l'image de Washington qui exerce une pression sur la CPI, qui ose ouvrir le dossier palestinien, plus longue crise de réfugiés au monde. Gaza a permis à ceux qui déclaraient que l'Occident pâtissait d'une morale à géométrie variable de prouver par le terrain cette affirmation. Gaza a mis à nu un système fondé sur l'usage de la force, drapé dans des idéaux et des slogans d'humanisme et d'égalité. Théâtre d'une sauvage agression sioniste, Gaza subit le bombardement le plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'UNRWA. En cette journée internationale de solidarité avec la Palestine, le chef de l'ONU appelle à un cessez-le-feu et à la fin de l'occupation illégale de la Palestine. Asma Laïd. Il était grand temps d'instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et demander qu'un soutien total soit apporté d'urgence à l'aide humanitaire vitale destinée à la population de l'enclave palestinienne, ravagée par plus d'1 an d'agression génocidaire sioniste. Agression génocidaire, les mots sont lâchés, le temps est marqué. Dans son message marquant la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a encore une fois appelé au cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la fin de l'occupation illégale des territoires palestiniens par l'entité sioniste. Conformément aux décisions de la Cour internationale de justice et de l'Assemblée générale, réaffirmant l'engagement de l'ONU à soutenir le peuple palestinien et ses droits inaliénables, notamment le droit de vivre en paix, en sécurité et dans la dignité. Cette année, alors que nous célébrons cette journée solennelle, nous réfléchissons à la douloureuse réalité selon laquelle les objectifs fondamentaux de paix, de dignité et de justice pour le peuple palestinien semblent plus inaccessibles que jamais. Il a également noté que la célébration de cette année intervient à un moment où les actions de l'entité sioniste à Gaza continuent d'entraîner de graves pertes en vie humaine et des destructions. Guterres a exprimé sa profonde inquiétude face à la dévastation actuelle à Gaza, qualifiant la situation d'horrible et injustifiable. Il a souligné que la crise humanitaire continue de s'aggraver de jour en jour, Gaza étant désormais en ruine, et ce après plus d'1 an de génocide. Le patron de l'ONU a aussi condamné les attaques sionistes continues en Cisjordanie, ainsi que l'expansion des colonies, les expulsions forcées, les démolitions et la violence des colons qui aggravent les souffrances du peuple palestinien. Rien ne justifie la punition collective infligée au peuple palestinien. C'est en ces termes qu'Antonio Guterres a conclu sa lettre en cette journée hautement symbolique. Le 29 novembre, une journée marquée d'une pierre blanche par l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis 1977, chaque année en ce jour, la communauté internationale se tient solidaire avec le peuple palestinien et sa cause juste ainsi que son droit à l'autodétermination.
Cette année, le souvenir est particulièrement douloureux car ces objectifs fondamentaux semblent plus éloignés que jamais face aux désaveux auxquels fait face cette même communauté internationale dans le dossier palestinien, un désaveu que l'histoire retiendra immanquablement. Conformément à la position constante de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, le ministère national de la Poste et des Télécommunications a émis à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien un timbre post-arabe unifié intitulé « Avec Gaza » en soutien à la juste cause palestinienne. Restez avec nous, les développements au Liban, c'est juste après ce jingle. Les tensions persistent au Liban après plusieurs violations de l'accord de cessez-le-feu par l'entité sioniste. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a à ce propos appelé jeudi à faire pression sur l'entité sioniste pour l'arrêt de ces violations qui ont fait 3 morts et plusieurs blessés au sud du pays. De retour chez eux après l'accord de cessez-le-feu, de nombreux Libanais se sont recueillis près d'une fosse commune où ont été enterrés les corps de leurs proches tombés en martyrs dans des bombardements sionistes dans la ville de Taïr. Ils sont des dizaines de Libanais à avoir été entassés dans ce genre de fosse commune. Impossible de les enterrer convenablement à cause des agressions sionistes continues. On passe à l'actualité africaine. Le Portugal accueille à partir de ce vendredi la 48e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui qui se déroule à Lisbonne avec la participation de dizaines de syndicats d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine. Objectif, braquer les projecteurs sur les récents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et avertir sur les conséquences du soutien aveugle au Maroc dans son aventure expansionniste au Sahara occidental. Ce qui se passe au niveau du Sahara occidental, il y a des parallèles. Un parallèle très frappant au Moyen-Orient. C'est une question de colonialisme. C'est la dernière colonie d'Afrique. Ce qui se passe dans les territoires occupés palestiniens, voire au Liban, ce que nous observons depuis le 7 octobre de l'année passée, la tragédie humaine, le génocide. Mais si vous avez remarqué, ce sont les mêmes éléments de langage que les puissances coloniales utilisent, le mensonge, la politique du fait accompli, mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la course en avant folle du Marseille, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais le droit international est avec le peuple sahraoui. La conférence intersyndicale a justement réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et a également dénoncé la détérioration de la situation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, appelant le Maroc à permettre aux organisations des droits de l'homme et aux observateurs internationaux indépendants d'accéder à ce territoire pour s'enquérir de la situation.
donde ahora los saharauis se han convertido más o menos en una minoría en su propia decisiones, pero también el interés de una implicación muy efectiva de los sindicatos. Generar una cierta dependencia. Au cours de cette rencontre internationale de solidarité syndicale avec le peuple sahraoui, j'ai tenu à apporter le témoignage que j'ai recueilli de Sid Ahmed Ediya, qui était secrétaire général de l'Association des travailleurs et retraités de Fos Boukra, qui a parlé de la résistance syndicale et des luttes syndicales dans le cadre de la libération du pays, du peuple du Sahara, le Sahara occidental. Voilà, donc ces travailleurs sahraouis ont commencé à mener une résistance à l'occupant dès le mois d'octobre 1977, lorsque le Maroc est devenu majoritaire dans la mise de Fos Boukra. La veille de la 48e conférence de solidarité avec le peuple sahraoui, le COCO, ici à Lisbonne. C'est important d'être à Lisbonne parce que vous savez que cette année est l'année du 50e anniversaire de la révolution des œillets qui a permis, grâce à l'armée portugaise, de mettre à plat la dictature portugaise et de permettre la décolonisation de l'ensemble des pays lusophones de l'Afrique australe. C'est vraiment un moment historique que nous avons voulu mettre en avant à l'occasion de l'ouverture de cette conférence. Mais c'est aussi un moment un peu de tristesse pour nous parce que nous avons perdu le grand avocat Gilles Devers qui est donc décédé début de cette semaine alors qu'il a été un des merveilleux défenseurs de la cause palestinienne et de la cause sahraoui. L'ensemble des pays européens se réunissent aujourd'hui pour exprimer de la façon la plus claire le message de solidarité et l'alignement de la position du peuple du Sahara occidental pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, s'ajoute au fait que les juges de l'Union européenne, de la justice européenne, ont déjà pris une décision le 4 octobre 2024 pour exactement confirmer le statut du territoire du Sahara occidental comme étant un territoire distinct et séparé de celui du Maroc. C'est pour démontrer la solidarité des syndicats de tout le monde avec le peuple sahraoui, pour articuler cette solidarité et pour renforcer les compromis pour continuer la lutte des travailleurs avec le peuple et les travailleurs des Sahara. Allez, direction Lisbonne où nous retrouvons notre envoyé spécial Leila Gertal. Bonsoir. Bonsoir Nalimène. Alors Leila, vous avez participé plus tôt dans la journée à l'ouverture des travaux de cette 48e conférence de Le Coco. Quelles ont été les retombées de cette première journée qui a été riche apparemment ? Alors pour les retombées, il est un petit peu trop tôt pour prendre justement ou pour faire si vous voulez, des calculs ou encore des conclusions, puisque de toute façon jusqu'à l'heure où je vous parle, la rencontre se déroule encore et les débats se poursuivent. Bien entendu, ce qu'on peut retenir de cette journée qui a été très riche en événements depuis ce matin, vous l'avez dit d'ailleurs dans le journal, qu'il y a eu une rencontre de l'intersyndicale, c'est-à-dire que tout simplement des syndicalistes du monde entier, de l'Afrique, du Timor par exemple oriental, de l'Amérique latine et aussi de l'Algérie qui était très présente en force et des syndicats donc du Portugal qui étaient très présents. Ils ont donc tenu à rappeler leur soutien indéfectible à la lutte du peuple sahraoui et surtout à la justesse de la cause sahraoui. Bien entendu, plus tard dans l'après-midi, il faut dire compter vers les environs de 15h, a donc commencé cette rencontre de Le Coco pour laquelle se s'est mobilisé autant de monde aujourd'hui. Et c'est également, cette journée a été riche d'ailleurs par la qualité de ses hôtes, de ses invités et de ses participants. Parce qu'il faut dire aussi qu'au début de l'ouverture de Le Coco, il y avait des personnalités éminentes, des ambassadeurs. En l'occurrence, l'ambassadeur d'Algérie au Portugal, l'ambassadrice sud-africaine au Portugal, de même que l'ambassadeur cubain, qui ont pris la parole de manière successive pour rappeler de manière indéfectible leur soutien et le soutien de leur peuple et de leur pays à la cause sahraoui et à sa lutte juste, surtout en ce moment où il y a de revirements de veste ou des retournements de casaques. Donc finalement, le point a été
fait. Le décor a été planté. Le soutien au peuple sahraoui est là pour rappeler que le Sahara n'est pas seul, que sa cause est défendue par plusieurs pays, surtout des pays qui ont traversé le joug du colonialisme. Il faut également rappeler que la prise de parole a été faite et le point a été mis sur le fait que aujourd'hui l'option qui est de plus en plus donc en vogue en ce moment, celle donc du plan ou soi-disant plan d'autonomie qui est proposé ici et là par certains pays, et pour rappeler que finalement il n'y a qu'une seule option pour le peuple sahraoui pour retrouver sa liberté, et c'est celle de l'autodétermination comme le stipule le droit international et bien sûr les Nations Unies. Il y a un autre sujet quand même, un autre aspect, Nalimène, sur ce qu'on appellerait le leitmotiv ou même le sujet même de ce débat ou de cette rencontre de Lokoko, qui est sous le slogan de finalement l'impératif de combattre ou l'impératif de décolonisation, c'est tout dire. Il y aura 4 ateliers bien entendu qui se feront demain, et tout au long de cette soirée les débats se poursuivent pour que les 4 axes principaux soient examinés de près et bien pensés pour aller vers la suite, vers les instances internationales et défendre la cause sahraoui. Léla, en parlant de la défense des causes justes, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de solidarité avec la cause palestinienne, et il me semble que les syndicats et les associations présentes aujourd'hui à cette 48e conférence de Lokoko ont décidé d'organiser un sit-in en soutien à la cause palestinienne, n'est-ce pas ? Eh bien, vous ne pensez pas mieux dire. De toute façon, avec des gens et des participants aussi épris de liberté, ça ne pouvait qu'être justement ça. Parce qu'on va dire d'abord, pour commencer, que cette journée était riche également en émotions, hein, il faut le dire. Parce que lorsque le président de Lokoko, Pierre Galland, a pris la parole à son tour pour d'ailleurs souhaiter la bienvenue à tous ses participants, il a tenu à ce qu'une minute de silence soit observée à la mémoire de maître Gilles Devers, cet avocat de la cause sahraoui et de la cause palestinienne, qui a consacré d'ailleurs toute sa vie jusqu'au dernier souffle pour la cause palestinienne et sahraoui. Donc une minute de silence a été observée en son honneur. Et vous pensez que, à l'heure où je vous parle, il y a des associations et bien sûr une mobilisation de tous les amoureux épris de la liberté contre l'agression, contre le génocide à Gaza, qui ont tenu à observer un sitting pas très loin de là, devant la représentation entre guillemets de l'entité sioniste, pour crier et pour protester contre le massacre à Gaza. Et on voit aujourd'hui à cette occasion que juste derrière cette statuette qui est derrière moi, une grande pancarte et si vous voulez afficher pour dire stop au massacre à Gaza. Très bien. Merci beaucoup Léla Guertal d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct de Lisbonne au Portugal. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Alors je vous le disais en titre, c'est un tournant historique. Le Tchad, dernier pays sahélien à abriter des forces françaises, a mis fin aux accords de coopération de sécurité et de défense avec la France quelques heures après la visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à N'Djamena. Quel avenir donc pour la présence militaire française dans le Sahel? Élément de réponse avec Khelbin Bataj. L'armée française, désormais persona non grata, N'Djamena, la présence militaire tricolore en Afrique, fait face à ses heures les plus sombres. Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou encore le Sénégal, c'est au tour du Tchad de trancher la question dans le vif et de dire stop aux bases françaises sur son territoire. Les autorités tchadiennes ont en effet mis fin aux accords de coopération, de sécurité et de défense avec la France, annonce faite par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdrahman Roulamallah, quelques heures après la visite de son homologue français, Jean-Noël Barrot. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France, déclarera Abdrahman Roulamallah dans un communiqué jeudi tard dans la nuit. La France est un partenaire essentiel, mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, le Tchad a mûri et le Tchad est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté.
À Paris, l'information tombe comme un coup près. Le tumulte des gazettes parisiennes visant à mettre en place une nouvelle propagande anti-africaine en diabolisant ces postes de défense les plus avancés ne suffira certainement pas à masquer l'étendue de l'échec cuisant de la politique étrangère française dans la région sahélo-saharienne. Abderrahmane Ghoulam-Allah déclarera qu'après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, dernier pays sahélien abrité des forces françaises, a donc dit son dernier mot. Le contingent français présent au pays est estimé à quelques 1000 soldats positionnés en grande majorité dans la base aérienne de la capitale, mais aussi dans les camps de 2 villes du pays, Abéché à l'est et Faya Largeau au nord. Ils devront donc plier bagages et quitter ce point d'ancrage au Sahel, s'inscrivant dans le cadre d'une prétendue politique de lutte contre le terrorisme qui n'aura au final jamais porté ses fruits. On parle justement de cette décision de N'Djamena avec notre invité du 19h. Alors avec nous ce soir, Badis Ranissa, expert en questions internationales et géopolitiques. Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. Bonsoir, le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Alors Badis Ranissa, cette rupture annoncée par le chef de la diplomatie tchadienne a pris Paris de court, on peut le dire. Selon plusieurs médias français, ni Jean-Noël Barrot ni le président Macron n'avaient été mis au courant au préalable de cette décision. Pouvons-nous, selon vous, parler d'un tournant stratégique ? C'est plus qu'un tournant stratégique, c'est un tournant, je dirais même historique, qui marque un point de bascule, notamment dans la relation de la France et son rapport avec l'Afrique, qui d'ailleurs met aujourd'hui en lumière l'échec cuisant, notamment dans sa démarche, mais surtout dans son approche considérée très condescendante, mais surtout aussi dans un esprit très néocolonialiste qu'aujourd'hui, non seulement les dirigeants, mais aussi les populations africaines considèrent comme inappropriées, mais surtout comme honnies et bannies. Donc c'est pour faire l'opposition à cette sémantique notamment vendue par les médias français, à savoir le sentiment anti-français. Non, on évoque aujourd'hui plus qu'un sentiment, c'est un rejet systémique notamment de la présence française, mais surtout de l'empreinte de la diplomatie française, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique et autres. Donc, il faut aussi mettre cela en perspective avec, et ça a été évoqué à juste titre dans votre reportage, avec la dynamique défavorable aux intérêts français. Ça a été évoqué effectivement dans la suite le Mali, le Niger et le Burkina Faso notamment, précédemment quelques heures avant le Sénégal, ce qui marque quand même une rupture, qu'on le veuille ou non, en tout cas puisque aujourd'hui l'Élysée, dans une cellule de crise et des réunions de crise, essaye de comprendre, puisqu'ils ont été pris de court notamment, et cela fait suite à cette visite notamment du ministre des Affaires étrangères français qui concluait et considérait cette visite comme une visite positive. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, les paradigmes ont changé, notamment les paradigmes diplomatiques, puisque l'Afrique en général et le Sahel en particulier essayent d'adapter leur doctrine de défense et leur doctrine sécuritaire avec peut-être une autonomie stratégique, comme ça a été évoqué dans le communiqué tchadien. Et aussi, vous avez l'Afrique, là aussi, globalement, en général, et le Sahel en particulier, essayent, de mon point de vue, d'établir une nouvelle architecture, je dirais, sécuritaire et défensive pour qu'elle soit plus souveraine, plus indépendante, mais surtout pour qu'elle soit plus à même de répondre notamment aux intérêts de ces États, mais surtout aussi aux attentes, puisque ça a été évoqué là aussi, ni l'opération Épervier au Tchad, ni Barkhane, ni Serval n'ont apporté leurs fruits, puisque aujourd'hui le narratif sécuritaire et lutte antiterroriste ne fait plus recette, et en tout cas il a été rejeté par les peuples africains. Badis Ranissa, on le sait, les installations militaires françaises au Tchad sont les plus importantes et les plus anciennes sur le continent. Quelle sera, selon vous, la répercussion de l'application de la décision souveraine de l'État tchadien de rompre les accords de défense? Alors, d'abord, elle est diplomatique, puisque c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'empreinte, l'influence, notamment de la France, est en nette réduction et recul, pour pas dire on tend vers le zéro, on tend vers justement une
l'anéantissement, en tout cas, de la présence, qu'elle soit militaire d'abord, mais aussi économique, puisqu'on sait que les grands majors entreprises, les grandes entreprises françaises jouissent justement de cette influence parfois imposée dans un élan qui n'est pas forcément, un rapport qui n'est pas forcément gagnant-gagnant. Donc il est très important en tout cas pour la France aujourd'hui de reconsidérer cet échec, mais surtout aussi de en mesurer les conséquences. Et ce n'est pas innocent et un hasard que les médias français se sont tout de suite jetés en décrédibilisant notamment cette décision qui est, ma foi, souveraine, hein, si on considère que les États ont quand même une certaine latitude et une marge de manœuvre indépendante pour prendre les décisions qui s'imposent pour défendre leurs intérêts, comme la France le fait d'ailleurs, à juste titre. Mais il est important aujourd'hui qu'effectivement, comme j'expliquais, l'argument de dire que la France, entre parenthèses, encore une fois, dans une approche obsolète, mais surtout inadaptée, avec un esprit parfois, même souvent néocolonialiste, je dirais ostracisme, mais surtout phagocyte les efforts notamment de l'Afrique en général et du Sahel à vouloir s'émanciper, à vouloir s'affranchir, mais surtout aussi à sortir du diktat notamment imposé qui ne va pas en adéquation, en tout cas dans la continuité des intérêts des populations que je considère aujourd'hui, ce sont des peuples indépendants, des peuples émancipés, mais qui cherchent surtout à être en adéquation avec les potentialités de l'Afrique et que la France a vraisemblablement l'air de freiner à travers des obstacles et des tours de passe-passe. Donc, Baptiste Renissa, comme vous le disiez tout à l'heure, après le Burkina Faso, après le Niger, après le Mali et bientôt après le Sénégal, le continent africain rejette clairement la présence française et le départ de ses troupes est une revendication populaire et un souhait formulé par les États de la région. Peut-on parler, selon vous, d'une défaite diplomatique et d'un revers historique pour la France cette fois ? C'est un camouflet, clairement, un camouflet de la France qu'elle essaye tant bien que mal de dissiper et d'occulter. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui au Quai d'Orsay, c'est le branle-bas de combat diplomatique. On essaye de comprendre la dynamique défavorable, mais surtout aussi qui demande à la France de plier bagage, non seulement au Tchad, mais dans d'autres pays. Et je pense que les peu de présences qui sont devenues quasiment je dirais, obsolète et insignifiant, à part, bien évidemment, Djibouti, qui est quand même la porte d'accès indo-pacifique pour la France, hormis le Gabon et un peu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la France se voit vraiment chassée, hein, c'est le mot, hein, chassée de l'Afrique de la meilleure des manières, puisque, encore une fois, je reviens sur l'échec, sur la considération, l'approche de la France, pour ne pas dire la France-Afrique, qui a démontré ses limites, mais surtout qui est en manque de souffle, puisqu'elle n'a jamais considéré, encore une fois, les aspirations des peuples africains, des aspirations légitimes, et surtout qui n'a jamais considéré aussi, faut-il le rappeler, les mutations géopolitiques, qu'elles soient régionales à l'échelle du continent, mais aussi mondiales, puisqu'on sait que des cataclysmes ont redistribué des cartes géopolitiques, et d'ailleurs ça a été évoqué dans le communiqué du Tchad, de l'État tchadien, à savoir redéfinir notamment les coopérations stratégiques pour sortir du monopole, notamment entre parenthèses occidentales, qui se voulait être protecteur, mais au final qui était plutôt condescendant, mais surtout qui gaspillait ou qui volait les richesses, notamment de l'Afrique. Une Afrique que je rappelle est la source justement de la richesse mondiale, mais surtout aussi potentielle où l'avenir se dessinera les années à venir. Donc vous pensez que ce sont les réelles raisons qui ont poussé à ce rejet du continent africain de la présence française, un rejet qui s'exprime parfois d'une manière très véhémente, comme ça a été le cas, on l'a vu avec le Niger, qui a vu une mobilisation populaire sans précédent pour la fermeture de ses bases. Absolument, comme j'expliquais, les sociétés civiles africaines, et c'est là où peut-être la France se trompe magistralement, ce n'est plus une question de dirigeants, c'est une question aussi de continuité de politique générale qui tire ses racines notamment des directions, des orientations de la société civile africaine, qui est, je rappelle, pour la plupart jeune et qui ne veut plus être justement sous le diktat d'un esprit néocolonialiste, mais surtout aussi d'une vision archaïque qui les a marginalisés toutes ces décennies. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le retour du bâton, c'est un peu le retour du boomerang pour la France, puisque elle a essayé tant bien que mal de se maintenir, mais aujourd'hui, encore une fois, avec la recrudescence, notamment de l'émancipation, mais la recrudescence aussi des coopérations stratégiques qui ont démontré d'ores et déjà leurs fruits. Je peux en citer quelques pays comme la Turquie, comme la Russie, comme la Chine, qui ont su apporter une réponse favorable, une réponse effective
aux attentes des peuples africains et des dirigeants, et qui surtout ont considéré la souveraineté de l'action politique et de la décision politique africaine pour pouvoir l'accompagner dans ce processus de développement tant attendu, mais surtout aussi dans ce processus de stabilité et de protection, notamment dans un intérêt ou dans un rapport, comme j'expliquais, gagnant-gagnant, qui répond toujours et qui met toujours au cœur de l'action politique commune les intérêts des peuples africains. Pensez-vous, dernière question, pensez-vous que la France est toujours otage de ces vieux démons coloniaux, malgré la profonde crise sociale et les clivages politiques qui marquent la séquence actuelle, conjuguée à l'échec cuisant de sa politique étrangère au Sahel? Est-ce qu'on peut illustrer cela sur la base de la dernière décision de Paris, par exemple, de reconnaître le prétendu plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental? Il me semble cela reflète la déliquescence de la diplomatie française, y compris aujourd'hui en Afrique. Encore une fois, la France n'a pas su renouveler son partenariat pour qu'il prenne en compte justement les lacunes, et notamment les défaillances de sa part. Oui, j'ai envie de vous dire effectivement, cela est un aveu d'échec et un aveu de faiblesse et de fragilité, de fébrilité. Quant à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, qui en soi est une hérésie et surtout qui va à l'encontre du droit international que la France est supposée, en tant que membre permanent, défendre à bras-le-corps. Mais indépendamment de tous ces facteurs, il faut rappeler aussi que la France, malgré certaines déclarations ici et là, je peux revenir à la déclaration de Sarkozy en 2007, en 2017 avec Emmanuel Macron, qui se voulait être ce réformateur, notamment en matière de paradigme et de prisme de lecture quant à l'Afrique. Il s'avère que le noyau dur, notamment, et d'ailleurs du propre aveu de Macron au lendemain de son élection en 2018, qui disait que l'état profond français n'a pas suffisamment changé. Donc il y a des lignes rouges, notamment, il y a des directives sur lesquelles, notamment la France, a du mal à innover, a du mal à renouveler, encore une fois, son approche. Mais, toujours est-il aujourd'hui, on constate justement le fruit de ces malfaçons, le fruit de ces orientations condescendantes de la France et qui se reflètent, qui s'illustrent aujourd'hui par, je dirais, la sortie par la petite porte, notamment de la France en Afrique, mais surtout aussi par sa substitution par des partenaires beaucoup plus à même, mais surtout beaucoup plus bienveillants et attentionnés qui permettront, in fine, de laisser, en tout cas, l'envol de l'Afrique et surtout qu'elle soit au rendez-vous avec son avenir prometteur, mais surtout audacieux, qui est porté aujourd'hui non seulement par des dirigeants, mais aussi par les peuples africains. Très bien, merci beaucoup Badis Ranissa d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Après le Tchad, c'est le Sénégal qui exige la fermeture des bases militaires françaises sur son territoire. Dans un entretien accordé à l'agence de presse française, l'AFP, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal, dont la présence est selon lui incompatible avec la souveraineté de son pays. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Le président sénégalais a par ailleurs indiqué que la France doit aussi comprendre l'environnement concurrentiel qui règne en Afrique et au Sénégal en matière de coopération. La France, elle doit comprendre que l'environnement est devenu beaucoup plus concurrentiel que par le passé. Elle doit offrir plus et offrir mieux pour s'imposer dans le cadre d'appels d'offres qui sont très ouverts et dans lesquels la mise en concurrence consiste pour nous à rechercher le meilleur partenariat au bénéfice du peuple sénégalais. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques CIREX 2024 se poursuit à Abidjan et la participation de Sonatrach représente une avancée significative dans le renforcement des relations entre l'Algérie et les pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier la Côte d'Ivoire. Mohamed Walid Ben Chaban.
Profitant de la tenue du Salon international des ressources extractives et énergétiques actuellement en cours à Abidjan, le groupe énergétique algérien met en place les bases d'un nouveau partenariat stratégique en Afrique de l'Ouest. Le CIREX 2024 constitue une plateforme incontournable pour dialoguer, coopérer et répondre aux défis énergétiques du continent. La participation de Sonatrach à ce salon reflète sa volonté de s'imposer comme un acteur majeur de la transformation énergétique en Afrique. À travers des échanges avec des partenaires africains, Sonatrach vise à renforcer le dialogue autour des enjeux critiques tels que la sécurité énergétique, le développement des infrastructures et l'exploitation durable des ressources naturelles. Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, souligne l'importance de collaborer étroitement avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, afin de stimuler les investissements, promouvoir le transfert d'expertise et explorer de nouvelles opportunités dans les domaines des hydrocarbures et des énergies renouvelables. Sonatrach envisage de faire de l'énergie un levier de développement durable pour le continent africain. Le renforcement des partenariats énergétiques est une étape essentielle pour atteindre l'autosuffisance énergétique sur le continent et réduire la dépendance au marché extérieur. En favorisant des collaborations régionales solides, Sonatrach entend jouer un rôle actif dans la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique et s'imposer comme un partenaire incontournable dans cette région du continent où les enjeux de développement énergétique deviennent prépondérants. Au Nigeria, le gouvernement explore des alternatives énergétiques au carburant. Le pays est déterminé à promouvoir le gaz naturel comprimé comme une alternative viable et écologique. Marie Schruer. Les énergies vertes veulent gagner du terrain au Nigeria. La conversion des voitures au gaz naturel commence à tracer sérieusement son chemin. Ce mécanicien nigérien fait partie des pionniers dans le pays le plus peuplé d'Afrique qui ont adopté ce carburant alternatif promu par les autorités, mais encore difficile à trouver. Il doit parcourir 8 km à travers la mégapole de Lagos pour se réapprovisionner en gaz naturel comprimé. Mais cela ne semble pas le déranger. Les avantages financiers et environnementaux compensent selon lui le désagrément du trajet. Auparavant, je dépensais environ 75 000 Nairas, l'équivalent de $44 par semaine en carburant ordinaire, mais aujourd'hui je dépense environ 6 à 12, voire à 13 Nairas par semaine. Le Nigeria montre son engagement à réduire la pollution et se tourne vers le gaz naturel comprimé. Les autorités nigériennes considèrent le GNC comme la solution miracle pour mettre fin aux pénuries chroniques de carburant et à la multiplication par 5 des prix de l'essence suite au conflit armé entre plusieurs pays fournisseurs de pétrole, ainsi que la suppression des subventions sur les carburants en mai 2023 par le président nigérien. Une initiative qui vise à encourager la transition vers une énergie plus propre et moyen de renforcer l'action climatique. Cela m'éloigne d'environ 8 km de mon domicile, ce qui pose un problème dans une certaine mesure parce que l'endroit où je m'approvisionne en gaz n'est pas mon itinéraire habituel. Je dois faire un détour parfois pour m'assurer que j'obtiens du gaz. Mais même avec cela, je vous dirais qu'il est toujours beaucoup moins cher pour moi d'utiliser le gaz que le carburant. Malgré tout ce qu'on dit de beau sur cette alternative prénommée carburant du futur, des inquiétudes restent quand même présentes. L'explosion en octobre d'une voiture fonctionnant au GNC dans l'état d'Edo, dans le sud du pays, a alimenté les appréhensions du public, la qualifiant de bombe à retardement. En fait, certains de mes amis m'ont parlé du GNC, mais l'aspect qui me décourage, c'est la question de la catastrophe. Un jour, un de mes amis m'a appelé du Bénin pour me dire qu'ils étaient à la station-service en train de remplir le réservoir de gaz et qu'il avait explosé, donc c'est inquiétant. Dans un contexte de réduction des émissions de CO2, mais aussi des achats de produits pétroliers importés, voire y tourner le dos, le Nigeria, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, estime que l'adoption du gaz naturel comprimé n'est qu'une étape vers l'écologisation du réseau de transport dans le pays et que d'autres solutions doivent également être envisagées, comme l'investissement dans les secteurs des véhicules électriques
encore moins polluante. Dans le reste de l'actualité internationale, les Irlandais ont voté ce vendredi lors d'élections législatives qui s'annoncent très serrées entre les trois principaux partis du pays. Les deux partis de centre-droit de la coalition sortante sont au coude à coude avec le parti nationaliste de gauche. Very good. Good morning, everybody. Thanks, Frank. All right. Cherry Drive. Sorry, you're my first one, so I'm like, Cherry Drive would be. Yeah, but that's good. Sorry. Chalice? Oh, that was up well. When you can say. That's all right. Cheers, have a good day. J'ai vraiment apprécié cette campagne, j'ai pu m'entretenir avec des gens dans tout le pays, mais surtout j'ai pris plaisir à présenter mon projet politique en tant que nouveau dirigeant, en tant que nouveau Taoiseach. J'ai toujours voulu avoir l'occasion de discuter avec les Irlandais de la manière dont nous pouvons faire progresser notre pays. J'ai hâte que les gens s'expriment, j'ai hâte de travailler jusqu'à 22h ce soir, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote et j'ai hâte des jours, des semaines, je l'espère des mois et des années à venir. Nous sommes le Sinn Féin, nous sommes une Irlande unie. Nous avons un plan ambitieux pour une nouvelle Irlande, pour l'avenir de l'Irlande. Les élections, bien sûr, en premier lieu, concernent les questions d'actualité, les questions de subsistance, comme on les appelle, le logement étant central, l'enfance, la crise du coût de la vie pèse toujours sur les gens, mais bien sûr, quand vous le faites dans votre vie personnelle, vous faites avec les commodités d'ici et maintenant, tout en planifiant votre avenir. Et voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant bien sûr le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Au revoir.